déjà formé, bah, il n'y a pas besoin de mettre des fondants. Et donc, du coup, je gagne à la fois en énergie et en carbonate. Donc, ça veut dire que si vous recyclez du verre, eh bien, vous avez quelque chose qui vous permet d'avoir du verre moins carbonaté. Alors ça, c'est joli, mais c'est toujours plus difficile à faire tenir. Et pourquoi? Parce que vous demandez des verres transparents. Quand j'étais gamin, chez ma grand-mère, le verre des fenêtres, il était pas parallèle, il y avait des bulles dedans et il n'était pas transparent, il était un peu vert. Puis progressivement, on s'est dit, je veux qu'il soit pile poil plat, donc ça veut dire qu'il faut qu'il mette plus de temps sur le float. Je veux, en étant pile poil plat, qu'il n'ait pas de bulles dedans, donc ça veut dire qu'il faut que je passe plus de temps dans la fineur, et je veux qu'il soit... Qu'est-ce que je fais? Non, non, c'est pas bon. Voilà, oui, bon, c'est... Et je veux, donc je veux qu'il n'ait pas de bulles, qu'il soit plat, et puis le troisième truc, c'est que je veux qu'il ne soit pas de cette couleur verte. Un petit peu vert, qui irait dans les yeux verts. Et comment est-ce que la couleur verte, elle vient d'où? Elle vient du fer qu'on met dedans. Donc pour éviter qu'il ait cette couleur verte, il faut qu'il n'y ait pas de fer. Et pour qu'il n'y ait pas de fer, ça veut dire que le verre que je recycle, ce qu'on appelle le calcin, que le verre que je recycle, ben, ça soit du calcin dans lequel j'ai pas de verre. Donc ça veut dire exit les bouteilles de bière. Et Dieu sait qu'il y en a des bouteilles de bière à recycler. Donc exit les bouteilles de bière, exit toutes les sources de verre qui sont des verres non contrôlés, soit par leur composition, soit par le fait d'avoir des capsules de quelque chose qui vont avec. Donc là, ça veut dire que si vous utilisez, si vous exigez la même transparence du verre, eh bien vous allez de facto être obligé d'utiliser des verres de fenêtre pour recycler dans des verres de fenêtre. C'est même encore pire que ça. C'est quand vous avez une fenêtre, elle va généralement avec tout un tas de bazar, avec des poignées, avec des charnières, avec des tas de trucs. Si vous voulez le récupérer, sauf à avoir une logistique particulièrement bien faite pour pouvoir récupérer les doubles vitrages sur les chantiers, les amener dans les usines, les broyer, les séparer et pouvoir les utiliser comme calcin, eh bien vous êtes grosso modo en train d'utiliser comme calcin les verres cassés de vos propres usines. Donc là, vous sentez qu'il y a un truc qui va moyennement bien. Donc ça veut dire qu'il y a toute une économie du calcin qui se met en place, mais qu'il y a la difficulté que plein de monde en veulent du calcin là-dessus. Donc vous avez qui est-ce qui va en vouloir? Ben, les premiers qui vont en vouloir, c'est ceux qui n'ont pas besoin de faire toute cette sophistication de composition chimique qui fait que je n'ai pas envie d'avoir de fer. Donc ça veut dire que les gens qui font de la fibre de verre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nos amis dans Saint-Gobain aussi, ils vont avoir envie d'utiliser ce calcin, alors que les gens des vitrages ne vont pas pouvoir l'utiliser aussi facilement. Donc vous voyez un peu la complexité qu'on a là-dessus dans ce qui concerne le recyclage. Et c'est encore une complexité à la fois chimique, technologique, mais aussi une complexité de logistique. Comment je vais récupérer le verre usagé sur les chantiers pour pouvoir le réutiliser dans les usines. Et ça, c'est un autre aspect qui me semble très important quand on se pose la question des matières. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il y a une question de ressources. Alors il y a la ressource de la matière qu'on a tout de suite, qui peut augmenter parce qu'on va exploiter des zones de matière de moins en moins riches, mais aussi il y a la ressource de la matière que j'ai déjà utilisée. Et se pose une question qui n'est pas tout à fait triviale, qui est de dire les ressources recyclées demain sont celles qui sont utilisées aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a toute une logique à se dire combien de temps je dois rester dans l'outil industriel, dans l'objet industriel, avant de le réutiliser comme matière, parce que très franchement, on oublie de vous le dire, mais on ne recycle jamais de la matière, on ne recycle jamais des matériaux, on recycle un produit. C'est-à-dire on va chercher la matière dans le produit. Et là se pose la question de comment je dois concevoir le produit de façon à pouvoir récupérer la matière qui est dedans. Alors vous comprenez que ces questions-là, dès l'instant où on veut en faire autre chose qu'un décret ministériel et qu'on veut véritablement se poser la question de savoir comment on le fait, il faut aller dans le dur, il faut aller creuser le problème. Alors, maintenant, pour avoir parlé du recyclage, je vais vous reparler maintenant de remplacer les carbonates et et chauffer de manière décarbonatée. Alors, si je veux faire de la décarbonation du chauffage, alors j'ai une solution, je peux me dire après tout, je chauffe avec du gaz, la façon facile c'est de chauffer avec du biogaz. Mon outil industriel ne sera pas changé, le biogaz ça ressemble quand même franchement au gaz, et je vais pouvoir chauffer avec ça, et puis ça marche comme à la parade. Voilà, enfin, à part que la question du biogaz c'est une question de coût, c'est une question de disponibilité. Est-ce que j'ai les surfaces pour produire le biogaz, pour produire la biomasse qui me permet de fabriquer du biogaz? On pourrait faire un coup de pub en disant j'ai fait du verre tout vert parce que j'ai utilisé
le biogaz, c'est pas forcément évident que ça passera à l'échelle. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, vous pouvez vous dire, après tout, il faut faire de l'hydrogène. Alors, on a des études là-dessus, sur l'utilisation possible de l'hydrogène pour le chauffage des fours. Il y a deux difficultés. Il y a deux groupes de difficultés. Il y a un groupe de difficultés qui est la difficulté de la disponibilité d'hydrogène. Si vous regardez les différentes grandes industries, je ne parle pas des gens qui essayent de vous raconter qu'on fait des avions à l'hydrogène, je pense de gens sérieux, la grande industrie qui envisage d'utiliser l'hydrogène, eh bien, vous avez ceux qui se disent je vais utiliser l'hydrogène comme source de chaleur. Ouais. Et puis vous avez ceux qui disent je vais utiliser l'hydrogène parce que c'est un excellent réducteur. Donc c'est d'utiliser l'hydrogène pour réduire de l'oxyde de fer et fabriquer des aciers par ce procédé-là. Alors deux choses, une fois que vous avez réduit votre oxyde de fer, vous avez une éponge de fer. Cette éponge de fer, il va falloir la fondre. La manière la plus intelligente de la fondre, c'est de la fondre avec de l'électricité, de préférence décarbonée, suivez Morpillard. Maintenant, même si vous faites ça, vous dites après tout, si j'envisage sérieusement de faire ça pour l'acier, je ne pourrais pas envisager de la même manière d'électrolyser l'oxyde de fer. Il y a aussi des études qui sont en cours de ce côté-là. Alors après, la vraie question, c'est une question de coût. Et quand vous avez cette question de coût, cette vraie question, elle est liée au prix de la tonne de CO2. Dans l'état actuel du prix de la tonne de CO2, utiliser l'hydrogène pour réduire le fer, et ben non. Et c'est pareil aussi pour les fours verts. Alors maintenant, une deuxième difficulté, au-delà de cette difficulté économique et industrielle, une difficulté qui est d'ordre technique. Quand vous envoyez de l'hydrogène dans un four verrier, ben vous allez vous retrouver avec de l'hydrogène qui va brûler avec de l'oxygène. Je ne parle même pas des délices consistant à avoir ce qui soit là déjà, mais quand il va brûler avec l'oxygène, ben, vous allez avoir de la vapeur d'eau, et de la vapeur d'eau à 1200 degrés. Je vous laisse imaginer le délice d'une vapeur d'eau à 1200 degrés sur les céramiques avec lesquelles on fait les fours. Encore une fois, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que là encore, le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'il faut regarder très sérieusement les différents points où la technologie peut poser problème. Le troisième point, c'est que si toutes les industries qui disent qu'ils veulent utiliser l'hydrogène pour décarboner leur procédé le font, les premiers qui vont être servis, ça va être évidemment les aciéristes. Une fois que vous aurez servi les aciéristes, bah, après il va falloir se battre. Donc c'est pas forcément évident que Saint-Gobain ou les verriers vont avoir l'hydrogène dont ils auraient besoin. Où ça devient comique, c'est quand ce sont les cimentiers qui vous disent qu'ils veulent utiliser l'hydrogène pour faire fonctionner leur four. Alors ça c'est juste un gag. Parce que quand même, un four cimentier, je ne sais pas si vous avez vu, on fait brûler un canapé dans un four cimentier. N'importe quoi qui passe, on le brûle, quoi, grosso modo. Je veux dire, alimenter un four cimentier avec de l'hydrogène, c'est comme faire brûler des sacs du thon dans un four, quoi. Ça n'a juste pas de sens, quoi. Donc, l'hydrogène, on l'explore. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi la question me semble, en étant optimiste, ouverte. Et en tout cas, mérite d'être creusée de près d'un point de vue technique. Le troisième point, c'est de dire, est-ce que je ne pourrais pas électrifier mes fours verriers? Alors, électrifier un four pour faire de la laine de verre, c'est pas très dur, parce que fondamentalement, on est en train de fondre le verre en amont, et puis après on l'extrait par un gaz qui sert d'étireur, si vous voulez, dans l'espèce de truc à barba-papa. Maintenant, électrifier un four verrier, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que d'abord c'est grand, un four verrier, que si vous voulez électrifier, vous pouvez vous dire, bah, je mets mes électrodes, il faut quand même des électrodes pour amener l'électricité, hein, ça, même à la DGEC, ils le savent. Hein. Donc vous mettez des électrodes pour électrifier le four verrier, vous pouvez dire, bah, je les mets au-dessus. Parce qu'au-dessus, vous avez une portance qui fait à peu près 12 mètres de long. Donc une portance de 12 mètres de long à 1200 degrés, vous pouvez vous accrocher pour trouver un matériau qui est capable de faire ça, ça flue. Donc évidemment, bah, vous le mettez, c'est pas grave, je vais le mettre en dessous. Donc je vais créer des trous dans la sole du four. Alors, quand je crée des trous dans la sole du four, là vous avez un autre problème. C'est que des trous dans la sole du four où vous mettez des électrodes, c'est pile poil l'endroit où ça va être le plus chaud. Et le verre, c'est un matériau que j'adore, au fur et à mesure que je le décore, mais alors, il est d'un corrosif, c'est vraiment, hein, c'est pas un cadeau, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre verre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corroder la sole du four plus efficacement, pile poil à l'endroit où vous avez fait un trou. Vous sentez que ça va moyennement bien se passer, ce truc-là. Donc évidemment, comme dirait Olivier, on n'est pas des truffes, donc on essaye d'utiliser des techniques pour faire ça. Donc grosso modo, on va remplacer les céramiques de la sole du four par des céramiques qui sont plus chargées en chrome, parce que les céramiques
La zircone chargée au chrome résiste mieux à la corrosion par le verre. À part que, quand vous avez une céramique chargée en chrome, eh ben, elle devient conductrice. Donc vous avez vos électrodes qui sont avec des céramiques qui sont conductrices. Donc ça marche beaucoup moins bien, évidemment. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que c'est impossible. Je suis en train de vous montrer qu'entre avoir déclaré que et être en état de fabriquer le dispositif qui est capable de le faire, eh bien, il y a un chemin. Ce chemin, ça demande des ingénieurs, ça demande des centres de recherche, ça demande des démonstrateurs, et que ça ne se décrète pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut l'analyser. Et il faut l'analyser, alors dans une industrie où quand on dit quelque chose, on essaie en principe de le faire, au moins d'essayer de le faire, ça veut dire, grosso modo, il faut se dire, est-ce que c'est pertinent de le faire? La première question à se poser en amont. Simplement, bon. Alors, maintenant, ce que vous pouvez quand même faire, qui est un peu moins difficile, c'est d'éviter de perdre de la chaleur. Bon, à chaque fois que je visite une usine de Saint-Gobain, je dis que je suis en train de visiter un sauna. Il fait chaud, enfin, bref. Donc on peut essayer d'isoler mieux le four, on peut essayer de récupérer le four, par exemple, pour préchauffer les matières minérales qu'on va mettre dans le four. Et ça, c'est des choses qui ont permis, de manière assez efficace, tout en continuant à brûler du gaz, en brûler moins pour chaque four. Alors maintenant, on peut chercher des nouveaux matériaux alternatifs. Ça va plaire aux géologues. Essentiellement, j'ai à me balader dans le diagramme entre la silice, l'alumine et l'oxyde de calcium. Et puis je regarde quels sont les différents matériaux que j'ai dans ces zones-là. Et je peux me dire lesquels je vais essayer d'utiliser pour pouvoir éviter d'avoir des carbonates et d'éviter d'avoir le fondant. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'était pas le carbonate, c'était le calcium. Donc si je peux avoir le calcium autrement, je suis plutôt content. Alors après, ça veut dire qu'il faut faire des études de thermodynamique, on arrive à faire des études de simulation atomistique, on arrive à faire des études de caractérisation, il va falloir explorer les différents minerais. Mais là encore, le diable est dans les détails. Il ne suffit pas d'avoir un minerai sympa qui permet de le faire, encore faut-il que ce minerai soit produit pas trop loin de l'endroit où on a le four. Et comme je vous ai dit qu'une des caractéristiques de ces industries sont des industries qui sont non délocalisables, je ne vais pas fabriquer mes vitres en Chine pour les importer en Europe, ça veut dire qu'il y a tout un travail qui, d'une certaine manière, se rapproche de l'état d'esprit des pétroliers, qui est de faire travailler ensemble des ingénieurs des procédés et des géologues qui vont vous dire où se trouvent les ressources. Alors, je reviens à l'histoire du gaz et du four électrique. Alors, on est en train de se dire, est-ce que je ne pourrais pas faire un four tout électrique, ou au moins augmenter la part d'électrification dans le four? Et là, on a tout un programme qui s'appelle le Furnace of the Future, et on s'aperçoit qu'on a quand même de fortes nécessités de le faire plus petit, parce que la mécanique des fluides est quand même assez particulière, c'est-à-dire quand vous le chauffez par un chauffage électrique plutôt que de le chauffer par des brûleurs à gaz, vous vous trouvez dans une situation où vous perturbez complètement la mécanique des fluides de ce machin-là. Et comme la fluidité du verre est très basse, très visqueux du verre, ça veut dire que vous risquez de changer complètement les temps de résidence et donc les temps d'affinage. Donc c'est un truc qui nécessite des études assez poussées. Et ça, je ne vais pas vous en parler pour deux raisons. La première, c'est que je ne le maîtrise pas parfaitement. La deuxième, c'est que nous ne le maîtrisons pas parfaitement. Et la troisième, c'est qu'on n'a pas envie d'en parler sur la place publique. Parce qu'on n'est évidemment pas les seuls à se poser cette question-là. Alors, l'électrification des procédés, bon, ça je vais le passer. Alors, c'est aussi intéressant quand vous dites, si je fais un four électrique, où est-ce que j'ai envie de le faire? Et donc, ça a le sens de faire un four électrique que dans des pays où l'électricité est décarbonée. Donc, aller faire un four électrique en Pologne, ça n'a pas de sens. Faire un four électrique en France, à supposer qu'on puisse le faire, là, ça commence à faire sens. Donc là, encore une fois, je vous dis, on fait les études aussi en fonction de la pertinence qu'on a à les faire. Alors après, il y a tout un tas de détails. Un détail, là j'avais présenté ça pour l'union des producteurs d'électricité, enfin il y a juste un détail, c'est que si je veux faire un four électrique, il faut qu'on puisse me fournir l'électricité. Alors ça c'est un truc qui me fascine toujours chez mes copains d'EDF, Georges qui vient d'ouvrir les yeux, c'est que j'en entends tout un tas qui me disent c'est pas grave, dès l'instant où une électricité est décarbonée, c'est pas la peine de l'économiser. Alors c'est pas les meilleurs d'EDF qui me disent ça. Mais quand même, fondamentalement, l'ère de l'électricité gratuite et abondante, à mon avis, elle est révolue. Parce que si vous voulez véritablement électrifier votre économie pour pouvoir avoir une économie décarbonée, on va avoir besoin d'une quantité d'électricité qui fait qu'il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Et si je reviens au bâtiment,
Quand j'entends dire c'est pas grave, il suffit de mettre des pompes à chaleur, c'est pas nécessaire d'isoler les bâtiments, je dis ça me semble aussi intelligent que de dire je vais mettre un climatiseur dans ma bagnole et je laisserai les fenêtres ouvertes. Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se poser la question de quel est le meilleur usage que je peux faire de l'électricité et quel est, dans cet usage de l'électricité, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire des pompes à chaleur, je suis juste en train de vous dire qu'il faut que d'abord le bâtiment utilise bien l'énergie qu'on met dedans. Dans cette histoire d'usage de l'électricité, il y a la question de la disponibilité de l'électricité. Même question qui se pose tout à l'heure pour l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène va arriver jusqu'à moi ou est-ce qu'il y a des tas de gens qui vont l'utiliser avant? Même question pour le stockage du CO2. C'est très bien de dire je capte du CO2, je le mets dans une canalisation et je l'amène sur les sites de stockage. La canalisation elle ne va pas se construire toute seule. Et les sites de stockage, ils appartiennent aux gens qui émettent le plus de CO2. Donc ils serviront en premier. Donc vous voyez tout un ensemble de questions qui font que même si quelque chose est techniquement faisable, le fait de pouvoir le réaliser nécessite de prendre en compte le fait qu'on n'est pas seul au monde. Et ça, c'est quelque chose qui devient absolument essentiel, c'est de se dire, on n'est pas simplement en compétition avec les autres industries qui font la même chose que nous, on est en compétition avec un ensemble industriel qui essaye de manière collective de décarboner ses productions. Alors, donc, un autre petit détail qui n'est pas tout à fait négligeable. Moi, je veux bien qu'on me mette des panneaux photovoltaïques sur les fours électriques pour les faire fonctionner. À part qu'un four électrique, c'est un procédé, un four à verre, c'est un procédé continu, 24 heures sur 24. Que si on fait une perte de puissance, c'est un désastre. C'est pas un demi-désastre, c'est un désastre. C'est comme de tremper un haut fourneau. Une fois que c'est fait, c'est fait. La pyromasse, et là, vous n'êtes pas bien. Ça veut dire qu'après quelques heures au-dessus de quelques heures d'interruption, on n'arrive pas à chauffer simplement par un brûleur de sûreté. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre, à supposer qu'on arrive à électrifier un four, on ne peut pas se permettre de le faire sur un réseau qui aurait des interruptions de production d'électricité. Donc ça veut dire que de mettre ça sur un réseau électrique qui serait soumis à l'intermittence de qui vous savez, c'est pas une option. L'électrification ne fait sens que si l'électricité est décarbonée, elle ne fait sens que si la provision d'électricité est stable. Alors j'en arrive à mes conclusions. Est-ce que c'est monsieur le modérateur. Il reste 10 minutes. Bon, ben c'est bon, ça laissera du temps pour les questions. Voilà. Bien, alors je vais arriver à quelques conclusions. Je reviens à mon professeur Chadoko. L'isolation, le management thermique des bâtiments est une contribution majeure à la décarbonation de l'économie. Le point que je veux faire, c'est que dans les pays occidentaux, on a toujours pensé la décarbonation, le management thermique des bâtiments pour éviter d'avoir froid. Il se trouve que ça c'est une chose que je découvre chez Saint-Gobain qui est fascinante, c'est une entreprise qui est dans tous les coins du monde et qu'on est notamment dans tout un ensemble de pays pour qui chauffer n'est pas le problème mais refroidir en est un. Donc ça veut dire que les solutions, aussi bien d'artisanat que les solutions industrielles qui peuvent exister en Chine et en Inde, sont des solutions dont on pourrait bien avoir besoin en Occident. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre maintenant à comparer les différentes solutions en fonction de leur panorama climatique, et d'autant que le panorama climatique change. Peu importe la manière dont on fabrique l'énergie, ou l'intelligence avec laquelle on l'utilise, le prérequis est de ne pas la gaspiller. Ça, c'est mon côté auvergnat, il ne faut pas gâcher. Donc, il faut utiliser l'énergie au mieux et la matière au mieux pour pouvoir remplir des fonctions qui sont des fonctions qui sont nécessaires. Que l'isolation des bâtiments est possible avec des technologies qui sont disponibles, qui progressent. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on essaie de faire pour faire mieux, qui progressent, qui sont produites par une industrie locale, et c'est une contribution à la réindustrialisation du pays. Que si on parle du bâtiment, l'insistance devrait porter sur la rénovation du bâtiment et pas sur la construction de bâtiments neufs, que les produits comme le verre, le plâtre, alors je ne vous ai pas parlé du plâtre, parce qu'on a aussi des procédés assez futés pour essayer de diminuer la nécessité
pour fabriquer le plâtre. Alors le plâtre, c'est un peu comme l'acier. L'acier, vous mettez du carbone pour enlever du carbone, pour remettre du carbone. Quand on n'est pas au courant, c'est pas facile à comprendre. Le plâtre, c'est pareil avec de l'eau. Vous mettez de l'eau pour enlever de l'eau, pour remettre de l'eau. Et donc, ça veut dire que chaque fois que vous mettez de l'eau, vous êtes obligé d'évaporer. Donc vous commencez par enlever de l'eau par calcination pour passer d'une phase à l'autre. Après, vous remettez de l'eau pour pouvoir faire la plaque de plâtre. Alors c'est très marrant à visiter si vous avez l'occasion. L'usine de vos jours, vous avez 2 km d'usine qui sortent des plaques de plâtre comme ça, entre deux bouts de carton. Et puis après, une fois que vous avez ça, évidemment, vous avez envie de le sécher. Donc si vous pouvez éviter la première transformation de phase, par exemple, ça vous évite une calcination. Donc, on peut essayer de faire des choses comme ça. Donc on peut au moins partiellement électrifier un certain nombre de procédés, mais que pour électrifier les procédés, ce qui semble la manière la plus naturelle, pour électrifier les procédés, pour décarboner nos procédés, eh bien, il faut évidemment avoir une électricité décarbonée et stable, ce qui fait que je ne suis pas du tout schizophrène par rapport à mes fonctions précédentes.